Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à notre troisième webconférence du MOOC sur le thème de bien vivre son myélome au quotidien. Je suis heureuse d'être avec vous ce soir et je vais vous présenter nos intervenants. Donc moi, je suis Sophie Delmer, je vais animer ce soir pour la F3M. Claire Dubray, qui est avec nous aussi ce soir, qui est également bénévole à la F3M, qui va relever toutes vos questions et les poser donc au docteur Macro et au docteur Zontag, qui sont ce soir, qui nous font la gentillesse de nous accompagner et de nous expliquer comment bien vivre au quotidien avec son myélome. Docteur Macro, si vous voulez vous présenter. Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, parce que je suis une habituée du MOOC depuis sa création il y a quelques années. Donc, je suis praticien hospitalier, je m'occupe particulièrement du myélome à Caen. Donc, je suis membre de l'IFM aussi depuis de nombreuses années et j'ai l'habitude d'intervenir dans ce MOOC. Alors, je m'en suis fait une spécialité, n'est-ce pas, le vivre avec, mais on peut changer aussi de registre. Et j'ai déjà fait cette intervention à plusieurs reprises avec Cécile, donc, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, donc moi je suis Cécile Sontag, je suis praticien hospitalier à l'ICANS au CHU de Strasbourg. Et donc, j'ai un intérêt particulier pour tout ce qui est activité physique adaptée et myélome, mais je pense que c'est vraiment un message d'espoir de se dire qu'on peut aujourd'hui parler activité physique adaptée et myélome, ce qui est une chose dont on n'aurait peut-être pas pensé il n'y a pas si longtemps que ça, parce que ce n'était pas possible. Donc, je pense que vraiment, il faut essayer d'adapter son quotidien pour essayer de vivre au mieux quand on a cette maladie-là. Et le but ce soir, c'est à la fois de vous présenter les différentes possibilités de soins de support et puis aussi de répondre à vos questions, à vos interrogations, à vos doutes, à vos angoisses aussi autour de comment mieux vivre avec un myélome, comment pouvoir trouver des solutions qui ne sont pas forcément médicamenteuses. Merci beaucoup, docteur Zontag. Je vous présente également Audrey, notre magicienne de la pâte graphique, qui, grâce à elle, nous fait nous aide beaucoup pour débrouiller avec nos ordinateurs parfois ensorcelés, et puis qui nous fait ces belles présentations et sur qui on peut compter à chaque fois. Merci, Audrey. Merci, Sophie. Audrey, je vais te laisser la main pour nous présenter un petit peu l'environnement de Miellonette, comme tu fais si bien à chaque fois. Très bien, avec plaisir. Alors, je vais peut-être réessayer de partager mon écran si tout fonctionne correctement ou pas. Partager l'écran et... Hop, au MOOC. Donc, pour accéder au MOOC, donc Miellonette, à savoir qu'il est tutoré jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'au 27. Donc, n'hésitez vraiment pas à participer. Les tuteurs sont actuellement prêts à vous répondre à tous vos commentaires. Donc, quand vous vous connectez sur la F3M, .org, bien sûr, il faut avoir un compte, c'est entièrement gratuit et vous accédez donc au MOOC Miellonette ici. Hop, j'ai partagé juste l'onglet, j'arrive. Donc, vous cliquez sur accéder au MOOC Miellonette et hop, pardon, c'est le petit désagrément d'avoir que partagé l'onglet, voilà. Hop. Est-ce qu'on a tout? Oui. Et du coup, vous arrivez sur le MOOC. Donc, la première fois que vous arrivez, on va vous demander un identifiant. C'est vraiment un identifiant que vous choisissez de vous-même. Je ne sais pas, votre pseudo, enfin, peu importe. Et on vous demande juste votre... ça y est, j'ai plus le nom, mais si vous êtes patient, proche patient... ou autre. Voilà, aidant, exactement. Et vous allez vous retrouver ici, là où vous avez toutes les actualités.
Ici, vous avez également les dernières modifications qui ont été faites et le calendrier avec toutes les webconférences et les inscriptions. Donc là, vous avez votre suivi selon ce que vous avez fait. Et dans tous les outils et les cours, donc vous avez tout ici. Voilà, il y a une petite pop-up qui rappelle tout. Hop. Et vous pouvez consulter l'ensemble des cours pour participer. C'est très, très simple. Si vous n'avez toujours pas adhéré à un cours, ben là, par exemple, je vais dans le cours 9. Hop, je vais suivre le cours. Et voilà, je peux directement commencer à consulter. Et en fait, en bas de chaque contenu, vous avez un espace commentaire, là où justement vous pouvez laisser des commentaires, des témoignages. Et vraiment, n'hésitez pas dans cette période de MOOC Tutoré à savoir qu'il est quand même ouvert toute l'année. Mais que c'est vrai que si vous voulez plus d'échanges, nos tuteurs sont vraiment prêts et à votre disposition pour pouvoir y répondre. En tout cas, j'espère que ça a pu un tout petit peu vous aider. Sinon, si vous avez un souci quelconque, je ne suis pas loin pour l'assistance. Je me ferai un plaisir de vous aider à utiliser la plateforme ou autre, sachant qu'on a 13 tuteurs qui sont actuellement à votre disposition. Donc, vraiment, n'hésitez pas à venir participer à ce MOOC. Voilà. Audrey, tu nous expliques un petit peu l'onglet chat, questions? Oui, donc, mais je vois que vous êtes déjà très, très discipliné, que vous avez l'habitude et tout. Donc, en bas sur votre droite, vous avez l'onglet chat donc de Livestorm, là où vous pouvez nous dire bonjour et là où vous pouvez parler entre vous. Et si vous avez des questions spécifiques qui seront posées donc au docteur Zontag et au docteur Macro, eh ben, il faut les poser dans l'onglet questions afin qu'on puisse plus facilement les identifier et leur poser au moment approprié des questions. Voilà. Merci beaucoup, Audrey. Donc, ce que je vous demanderais, c'est non pas de ne pas poser des questions personnelles, parce qu'évidemment, il y a des questions qui sont extrêmement pertinentes et qui intéressent tout le monde, mais de bien rester dans le thème de la webconférence, c'est-à-dire ne poser des questions qui concernent votre bien-être, les soins de support, la douleur, la fatigue, pour rester dans notre thème et que le docteur Macro et le docteur Zontag puissent vous répondre. Voilà, docteur Macro, je vais vous laisser prendre la parole et nous parler ce soir du petit programme que vous voyez se dérouler sous vos yeux, et nous allons commencer par les soins de support et les thérapies complémentaires. Quelle différence entre les deux, docteur Zontag, docteur Macro, pardon? Alors, les soins de support, en fait, c'est tout ce qui entoure et qui est censé apporter un plus autour du traitement spécifique de la maladie. C'est l'AFSOS qui a donné une définition très complète pour améliorer effectivement pour les personnes malades le vécu au quotidien, apporter des soutiens qui sont non médicamenteux, effectivement. Et les thérapies complémentaires s'inscrivent un peu là, mais aussi parallèlement, parce que quand on dit thérapie complémentaire, ça peut être très, très, très large. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Vous avez des thérapies complémentaires éprouvées dont on va parler, comme l'hypnose, la réflexologie, le yoga, tout ce qui peut un peu aider la patiente à reprendre possession de son corps, de son vécu. Et puis, vous avez plein de choses à côté qui sont du domaine du charlatanisme. Et je souriais l'autre jour, parce qu'en ce moment, vous savez que c'est Roland-Garros, parce que notre héros national serbe Djokovic a fait la publicité pour un patch qui est censé l'améliorer dans son jeu, en corrigeant ses postures, son équilibre, sa réactivité, plein de choses. Et je voyais la réponse du médecin sportif à ça, qui disait c'est des sornettes. Donc ça n'existe pas que dans le sport de compétition, ça existe maintenant
et malheureusement de plus en plus avec les réseaux sur lesquels certaines personnes abusent de la fragilité dans lesquelles se trouvent les patients pour leur vendre des tas de choses. Souvent, ça correspond aussi à une escroquerie sur le plan financier. Voilà. Mais donc, si on revient à la première diapositive, donc la petite différence que je ferai, les soins de support sont encadrés. Il y a une société donc spécifique qui est l'Association française des soins de support en oncologie. Donc, c'est quelque chose d'éprouvé. Ce sont des techniques qui sont validées, qui ne sont pas médicamenteuses, qui sont quotidiennement pratiquées dans les centres hospitaliers. Et les thérapies, on va dire, alternatives ou complémentaires peuvent être complémentaires si elles se placent déjà sur un niveau complémentaire et qu'elles font l'étude d'objets, notamment pas forcément au milieu hospitalier, mais peuvent aussi être alternatives pièges si elles sont là pour vendre un traitement qui serait meilleur que le traitement spécifique de la maladie. Voilà, je suis peut-être un peu radicale, mais si vous voulez réagir, vous pouvez réagir parce que vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce que je dis. Je laisse peut-être Claire voir les questions et puis revenir à moi. Donc, si on revient sur la première diapositive, qu'est-ce que j'avais mis parce qu'elles ont été un petit peu modifiées. C'est la première, celle-là. Attendez, je regarde un peu. Hop, voilà, c'est ça. La diversité des soins et des thérapies proposées, j'ai fait un petit peu le listing. Encore une fois, les soins souvent ont lieu en milieu hospitalier ou en clinique quand c'est dans le privé, mais en tout cas, ils ont eu une validation médicale, paramédicale par l'équipe de soins. Et c'est un programme qui est déroulé de façon Il y a un problème de son. Ouais. Oui, je n'avais plus personnellement, je n'avais plus de micro du tout. Ça y est, c'est revenu. C'est bon? Oui. Donc, l'intérêt de ces soins de support, c'est d'aider le patient à faire face aux effets secondaires. Les effets secondaires, c'est du traitement et aux symptômes de la maladie qu'on verra après, tels que les douleurs, la fatigue, les neuropathies étant soit liées à la maladie, soit au traitement, les troubles digestifs, et puis tout ce que ça comporte comme découragement, parce que quand on est quelqu'un de bien portant et que s'en retrouve de l'autre côté, qu'on est fatigué, qu'on ne peut plus mener la vie comme menée avant, là j'ai vu une question tout à l'heure sur le chat, est-ce que je peux reprendre mes activités sportives? Tout ça, c'est des interrogations, mais qui sont tout à fait légitimes, normales, que tout le monde se pose et qui peuvent entraîner un découragement. Et la prise en charge globale de ces à côté, sur le plan médical, en limitant les effets secondaires des traitements et sur le plan des soins de support, vise à améliorer le vécu. On apprend aux patients à vivre avec la maladie, puisque, comme vous le savez sûrement maintenant, si vous avez assisté aux 2 premiers cours, c'est une maladie qui est chronique, qu'on ne guérit malheureusement pas encore en 2023, mais qu'on arrive à contrôler, à mettre en rémission et pour laquelle on diminue les effets sur l'état de santé des patients. Alors, en quoi peuvent-ils améliorer la qualité de vie des patients? C'est la bonne question. En fait, c'est améliorer surtout le vécu, puisqu'on ne peut pas. On sait que nos traitements sont efficaces. Le professeur Aurore Perrault et le docteur Laurent Frenzel vous en ont parlé dans le cours précédent, mais il y a forcément un prix à payer. Par exemple, il y a des médicaments qui donnent des neuropathies, comme le bortezomib-bouvelcade, et qui sont un peu imprévisibles en fonction des patients. La maladie elle-même est responsable, on va peut-être voir sur une diapositive après, on va revenir à ça après, voilà, de symptômes qui sont des handicaps. On définit, on appelle ça les critères CRAB, parce qu'on prend l'initiale de chaque mot, mais par exemple, l'os, c'est l'atteinte osseuse, c'est très, très, très fréquent dans le myélome. C'est souvent comme ça que les patients découvrent la maladie. Ils ont mal quelque part. On fait des radios, maintenant plutôt des IRM, des TEP scans, et on trouve des lésions qui sont liées vraiment à la fragilité osseuse parce que les plasmocytes, les cellules du myélome, fabriquent des protéines, des substances qui détruisent l'os. Et donc, on sait que pour prendre en charge ces symptômes osseux, le meilleur traitement, c'est de traiter la maladie, puisque les responsables sont les cellules de la maladie. Mais il y a aussi des traitements complémentaires
qui aident à renforcer l'os, comme les biphosphonates, et des traitements locaux spécifiques. Par exemple, il y a des patients qui ont une vertèbre qui est tassée, qui fait très mal, et la douleur est difficile à contrôler. On peut leur proposer un traitement local en injectant du ciment, ça s'appelle une cimentoplastie, une kyphoplastie. On peut faire une radiothérapie antalgique. Donc, c'est tout un panel de traitements, de prise en charge des douleurs locales qui s'ajoutent au traitement spécifique de la maladie. De même, l'anémie, donc qui est le A, elle est intrinsèque au myélome, puisque les plasmocytes se développent dans la moelle osseuse, et la synthèse des globules rouges, de ce qui passe dans le sang, ne se fait pas normalement. Donc, il y a maintenant des substances qui stimulent la moelle osseuse, qui sont des agents stimulant justement cette érythropoïèse, ou EPO, que vous connaissez, puisque dans la presse, on en a parlé beaucoup dans le dopage sportif, notamment dans le cyclisme. Et on sait que dans le myélome, ça peut apporter une aide, mais il faut faire très attention parce que quand on traite encore une fois la maladie, l'anémie, qui peut être un symptôme, se corrige assez vite. Et donc, il faut lever le pied pour ne pas se retrouver avec un risque qui n'est plus l'anémie à ce moment-là, mais qui est un risque de thrombose de phlébite. De même, le rein peut être touché par le myélome. Et dans ces cas-là, on n'a pas de traitement miracle. Le traitement, c'est la prévention. Donc, il faut savoir que quand on vous annonce un diagnostic de myélome, surtout si c'est un myélome qui sécrète pas mal de chaînes légères dans les urines, il faut boire beaucoup, énormément. Il faut vous hydrater. Et par exemple, s'il y a un épisode de canicule comme l'année dernière, ou si vous avez de la diarrhée ou vous avez de la fièvre, il faut augmenter l'apport les apports hydriques pour éviter au rein de s'abîmer, parce que les protéines de la maladie précipitent justement en cas de déshydratation. Donc, la Docteur phlébite, Macron, oui. je me permets de vous interrompre. Boire beaucoup, au-delà, on va dire au-delà d'1,5 litre, en admettant, ou au moins 1,5 litre, avec la cortisone, est-ce qu'on risque pas de faire un peu de rétention d'eau? La rétention d'eau avec la cortisone, elle est surtout liée à des boissons, disons, riches en sel. Donc, on conseille justement une eau qui est très peu minéralisée, comme Evian, Vittel, je ne fais pas de pub du tout. Mais c'est vrai qu'on disait beaucoup, il faut alcaliniser des urines, boire du Vichy. Ça peut être un facteur de rétention parce qu'il y a beaucoup de sel. Après, c'est un apport qui est oral, donc c'est moins important. L'apport est moins important que si vous faites une perfusion avec du sérum physiologique. L'important, c'est de varier, en tout cas, les boissons. Vous pouvez boire 1 litre d'eau, vous pouvez boire du thé, vous pouvez boire de la soupe, des jus de fruits. Enfin, l'important, c'est la quantité totale. Et si vous mangez, par exemple, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, là, c'est la saison, ça apporte aussi de l'eau. Donc, c'est un ensemble. Mais il faut éviter, en tout cas, ce qui est boisson trop salée, ça, c'est sûr. Merci. Donc, la thrombose fait partie aussi des complications du myélome, parce que c'est associé de façon importante à la maladie, surtout quand on vient de faire le diagnostic et que la maladie est évolutive, mais aussi en cas de rechute. Là-dessus, nous, on ajoute des traitements, et notamment une classe qui est très connue pour ça, qu'on appelle les imides, dont on vous a parlé, donc avec le lénalidomide ou revlimide, le pomalidomide ou imnovide, et à l'époque, c'était encore du thalidomide, ça a été le premier de la classe. Tous ces médicaments sont pourvoyeurs de risque de thrombose accrue, et donc on met maintenant les patients sous prévention de façon systématique, sauf s'il y a une contre-indication médicale. Donc, c'est soit par injection, soit par les nouveaux anticoagulants oraux dont on dispose actuellement, en sachant que avant, on utilisait beaucoup l'aspirine, mais qu'avec les traitements actuels qui combinent les immunomodulateurs dont je vous ai parlé, c'est-à-dire thalidomide, lénalidomide et imnovide, plus la cortisone à forte dose qui est la dexaméthasone, on a des risques toujours plus importants de phlébite, et l'aspirine, souvent, ne suffit pas. Donc, notre habitude est en train de changer, et normalement, l'intergroupe coopérateur francophone du myélome va publier des recommandations. On adapte maintenant le traitement de prévention de ces risques de façon plus importante aux thérapeutiques actuelles, qui comportent 4 médicaments. Donc, surtout, si vous avez des questions, je préfère que vous m'interrompiez au fur et à mesure, plutôt que de dérouler tout le... Donc, la quantité, Claire, on en a répondu. Oui.
Alors, Claire, est-ce que tu as relevé quelques questions? Alors, ce sont des questions un peu générales, mais il y en a une qui me paraît intéressante. Dr Sontag a répondu, mais comme la réponse n'apparaît pas. Quelle peut être la prise en charge par la sécurité sociale pour les soins de support, tels que l'hypnose ou d'autres soins? Comment ça se passe? Parce que je pense que quand on est dans des structures hospitalières, ça doit être pris en charge, j'imagine. Mais par contre, si on va à l'extérieur voir un spécialiste de l'hypnose, est-ce qu'il y a une prise en charge ou pas du tout? Est-ce que c'est la mutuelle? Comment ça se passe? Alors, ça venait après, mais effectivement, nous, par exemple, ici, on a au moins 3 de supports qui sont l'hypnose. Donc, on a une intervenante qui vient tous les lundis, plus l'équipe mobile de la douleur qui se déplace aussi, qui a une personne formée à l'hypnose. On a une réflexologue donc, qui vient 2 fois par semaine. Et donc, on a toutes ces thérapeutiques qui sont mises à disposition du patient sans aucun frais, bien sûr, puisqu'il est hospitalisé. Ça devient beaucoup plus compliqué lorsqu'on veut réaliser ça à l'extérieur parce qu'il n'y a pas de prise en charge. Sur le plan de la prise en charge psychologique, parce qu'il y a aussi ça comme soin de support, les consultations avec un psychologue. Il y a certains psychologues qui ont établi une espèce de convention avec la CPAM qui pratiquent des tarifs et qui sont remboursés. Hein. Il doit y avoir une vingtaine de séances, un peu comme pour l'APA dont on a parlé tout à l'heure. Mais tous les psychologues ne font pas ça. Donc, dans ces cas-là, c'est à la charge du patient. Sauf dans un milieu hospitalier, mais ce qui oblige le patient à se déplacer, venir en consultation à l'hôpital. Mais je pense que cela est dû aussi au fait que toutes ces formations ne sont pas forcément réglementées, qu'on a du mal à évaluer le parcours et surtout à valider par le moyen des diplômes et qu'on ne peut pas se lancer dans la prise en charge pour tous les patients si la thérapie n'a pas été validée, surtout si le praticien n'a pas suivi un cursus officiel, etc. Ce qui est le cas des psychologues cliniciens, par exemple. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, je pense que ça nous éclaire en tout cas sur ce qui peut être envisagé. Alors, il y a 2 questions qui se recoupent un peu et Dr Sontag a répondu aussi à l'une d'elles. C'est finalement comment est-ce qu'on arrive, comment est-ce qu'on peut évaluer l'activité physique qu'on peut pratiquer sans prendre des risques pour soi-même, sans risquer de s'épuiser ou d'aggraver des lésions et finalement à quelle période des traitements on peut envisager de faire de l'activité physique? Est-ce qu'on peut tout le temps? Est-ce qu'il y a des périodes où c'est contre-indiqué? Voilà. Mais ça, je vais peut-être parce qu'il y a une deuxième partie où elle va parler de ça et elle va peut-être répondre plus en détail. Enfin, on peut en parler maintenant, mais… De façon générale, je pense que le message à retenir, c'est quand même que d'abord, il ne faut pas avoir mal. Ça reste quand même s'il y a de la douleur, et notamment de la douleur vive, il ne faut pas vous dire il faut que je chausse mes chaussures et que j'y aille et que coûte que coûte. Donc, je pense que la première chose, c'est de savoir s'écouter. Et s'il y a des douleurs vives, non, on ne force pas. Et après, le message, c'est que ce qui ressort des études, c'est que vraiment, c'est la régularité qui prime et qu'il vaut mieux faire une activité douce 10 minutes par jour qu'une activité épuisante une heure par semaine, en fait. Et que, voilà, surtout quand on reprend l'activité, eh ben, il faut arriver à trouver dans son emploi du temps quelque chose de régulier que vous allez faire tous les jours, que ce soit une activité de détente ou une activité plus musculaire. Et il faut essayer d'être régulier et de savoir s'écouter. Alors, il y a des patients qui le font très bien, il y a des patients qui ont tendance à forcer et parfois, c'est l'entourage qui va dire « oula, doucement quand même ». Je pense que le message à entendre, c'est qu'il n'y a pas de moment où on n'a pas le droit de faire de l'activité physique. J'ai des patients qui font des soins de support et de l'activité physique dès le début du traitement. Et puis, il y en a d'autres qui disent « moi, je n'ai pas la tête à ça maintenant. Je le commencerai une fois que le gros de la chimiothérapie sera fini ». C'est vraiment selon chaque chemin est différent pour chaque patient.
Mais je pense qu'il y a quand même des moments clés, parce que quand on vous annonce le diagnostic, déjà, c'est le coup de massue, vous ne pensez sûrement pas à l'activité physique. Il y a aussi des traitements qui sont plus ou moins éprouvants en fonction des patients, parce que la tolérance des médicaments n'est pas la même pour tout le monde. Et quand on a une autogreffe, tout le monde ne la vit pas de la même façon. On sait par ailleurs que si on a fait de l'exercice physique en préparation de cette autogreffe, l'autogreffe se passe mieux, justement parce qu'on a moins de désadaptation. Pendant l'autogreffe, si vous faites des complications infectieuses, vous avez de la fièvre, vous restez sous antibiotiques, vous avez de la diarrhée, vous maigrissez, vous vous nourrissez moins bien que d'habitude. Quand vous sortez de l'autogreffe, il y a tout un capital musculaire à réacquérir. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et ça, c'est un travail progressif. C'est toujours difficile, de toute façon. On le voit tous les jours, de dire, ah ben, il faut faire tant de kilomètres, il faut faire ci, vous allez y arriver. Je pense que chacun, comme disait le docteur Sontag, a des qualités, même en dehors de la maladie, physiques différentes. Il y en a qui récupèrent plus vite que d'autres. Et donc, il faut vraiment adapter l'activité à son potentiel. Il faut d'abord le reconquérir, ce potentiel, parce qu'on le perd avec le traitement. Et avec une hospitalisation de 3 semaines, ça peut aller assez vite. Et on peut le reconquérir progressivement, chacun à son rythme. En tout cas, il y a une erreur qu'il ne faut sûrement pas commettre, c'est de se mettre des défis en se disant, je vais faire ce que je faisais avant, en 1 semaine, en 15 jours, et puis de voir qu'on n'y arrive pas, parce que ça, pour le découragement, il n'y a pas mieux. Donc, alors, juste peut-être encore une question. Les suivantes seront traitées plus loin. Alors, Marie-Christine demande s'il est normal d'avoir des paresthésies faciales. Alors, est-ce que ça a un lien avec les neuropathies? Est-ce que c'est complètement différent? Ça peut avoir un lien. Donc là, on y arrivait aux neuropathies, mais c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. La neuropathie du myélome, qui est quand même très, très, très rare, c'est surtout celle des traitements dont on a parlé, des IMID. C'est une neuropathie qu'on appelle longueur dépendante, c'est-à-dire qu'elle touche vraiment les nerfs les plus longs. Les nerfs les plus longs, c'est ceux qui vont aux doigts et aux orteils, pas tellement le visage. Et donc, il y a 2 types de neuropathies. Quand on utilisait beaucoup le thalidomide avant, c'était ce qu'on appelait des neuropathies déficitaires, c'est-à-dire les patients se plaignent, et ils se plaignent tardivement parce qu'ils ne s'en rendent pas compte, de moins bien sentir. Alors que la neuropathie liée aux inhibiteurs du protéasome, et notamment au Velcade ou bortezomib, c'est une neuropathie qui est douloureuse. Donc, les patients s'en plaignent d'eux-mêmes. Alors, quand on a des douleurs dans les jambes, par exemple, ça ne veut pas dire à chaque fois que c'est une neuropathie. Par exemple, vous pouvez avoir une douleur qui est une sciatique, parce que le myélome comprime une racine, notamment le nerf sciatique. Mais on a, nous, des critères, on a un petit questionnaire pour reconnaître si la douleur peut être en rapport avec une neuropathie. Dans le myélome, c'est une neuropathie, donc touche les extrémités. Ça commence toujours par les pieds et les mains, et ça remonte après. Et elles sont bilatérales. On n'a pas une neuropathie que d'un côté, ou alors ce n'est pas une neuropathie, ça s'appelle autrement. Et puis, c'est des caractères particuliers de la douleur. Par exemple, c'est une douleur à type de brûlure, très, très difficile à tolérer. Les patients décrivent aussi des sensations de froid douloureux. Ça peut être aussi une décharge électrique, et ça peut s'accompagner de picotements, de fourmillements, d'engourdissements, de démangeaisons. Donc, quand on a plusieurs de ces critères-là, on a un questionnaire qui est validé maintenant par les neurologues. Et quand on a 4 points sur ces questions-là, plus des troubles que le médecin peut détecter à l'examen clinique, hein, par exemple, justement, l'hypoesthésie, parce que le patient se rend moins bien en chaussettes ou en mi-bas, on arrive au diagnostic de neuropathie. Après, si on veut être sûr, on peut faire ce qu'on appelle un électromyogramme. Mais le visage est relativement épargné dans cette neuropathie. Souvent, quand on a des symptômes qui peuvent évoquer une neuropathie, c'est plus souvent une atteinte d'une racine, par exemple du 5, qui innerve la mâchoire. Donc, ce n'est pas vraiment une neuropathie. Bien, je vous propose de continuer à dérouler les slides. Voilà, donc on est au cœur de ce qui préoccupe souvent un maximum de patients, c'est
et vous venez de déjà en parler, donc c'est la douleur. La douleur, c'est vraiment le maître symptôme. C'est dans 7 fois sur 10, c'est comme ça qu'on découvre le myélome. Et parfois, ce sont des douleurs qui sont négligées et on voit malheureusement encore des patients arriver après plusieurs mois de douleurs qui sont liées à l'insuffisance, comme on dit, osseuse, c'est-à-dire à des microfractures, à des tassements de vertèbres, parfois des vraies fractures pathologiques, parce qu'il y a vraiment une grosse perte d'os et le moindre petit traumatisme, le moindre petit choc, on peut se retrouver avec une fracture d'un humérus, donc un anneau long, d'un fémur qui peut être très handicapant et confiner le patient au lit. Ou alors avoir des tassements de vertèbres à tous les étages et on voit arriver parfois des patients vraiment qui ne peuvent pas bouger, qui sont alités à cause de ces douleurs. Donc là, vraiment, la douleur la plus fréquente, c'est la douleur osseuse et qui est liée à la maladie. Donc celle-ci, comme on disait tout à l'heure, eh bien, elle doit être contrôlée en tant que symptôme, en tant que douleur. Donc il y a les antalgiques, vous connaissez tous le paracétamol dont on a parlé parce qu'il y a eu de la pénurie. Il y a les associations avec de la codéine, palier 2, puis il y a les morphiniques. Il y a la morphine étant un très bon allié du traitement de la douleur si elle est utilisée à bon escient et qu'on ne déborde pas comme les Américains dans une prescription abusive avec les conséquences qu'on a vues. Donc ça, c'est le traitement de la douleur en tant que symptôme. Mais encore une fois, si ce symptôme douloureux est lié à l'atteinte de l'os par le myélome, le premier traitement, c'est de traiter le myélome. Et les patients nous le disent, dès qu'on commence le traitement en urgence, notamment avec la dexaméthasone, c'est un traitement très efficace pour la douleur. Ça, c'est la douleur de l'os. Donc, il y a le traitement spécifique, le traitement antalgique, il y a les biphosphonates, dont on a parlé tout à l'heure, qui sont là pour renforcer l'os, mais qui agissent aussi, à plus long terme, comme antidouleur. Et j'avais vu passer une question sur l'Aclasta. Alors, l'Aclasta, c'est un biphosphonate. Simplement, il est un peu plus concentré et on le donne une fois par an donc dans l'ostéoporose qui n'est pas liée au myélome, qui est l'ostéoporose de la femme après la ménopause. Nous, on préfère donner plutôt des biphosphonates en mensuel en même temps que la chimiothérapie parce qu'on les adapte. C'est-à-dire quand on voit que la maladie est en réponse, on peut très bien espacer les perfusions, même les arrêter en fonction de l'importance de l'atteinte osseuse parce qu'ils ne sont pas sans inconvénients. Comme vous savez, on demande avant de commencer normalement un bilan dentaire parce qu'avec les biphosphonates, il peut y avoir des conséquences et notamment si on arrache une dent pendant ce traitement, par exemple, on peut avoir des problèmes de nécrose. Donc tout ça, c'est la prise en charge de l'atteinte osseuse et de la douleur osseuse. Mais il y a d'autres douleurs, comme on disait tout à l'heure, la neuropathie qui peut être très douloureuse. Et si on ne se méfie pas et qu'on ne réduit pas les doses, par exemple, qu'on n'arrête pas le Velcade alors que la neuropathie a commencé, qu'elle est douloureuse, il y a des patients, on en voit de moins en moins maintenant parce qu'on fait très attention, on a pris l'habitude et surtout parce que maintenant, le traitement est donné en sous-cutané. C'était beaucoup plus fréquent quand le traitement était en intraveineux. Il y a des traitements spécifiques de la douleur neuropathique. Ces traitements, je vous en ai listé quelques-uns. Donc, il y a la gabapentine, le Laurentin. Il y a l'application de patch de capsaïcine, c'est le fameux piment. Il y a des techniques d'électrostimulation. Tout ça, c'est pris en charge par l'équipe mobile de la douleur dans les centres hospitaliers. Et souvent, on fait appel à eux pour passer un cap, parce qu'heureusement, on peut contrôler ces douleurs, on peut les faire régresser, mais malheureusement, elles ne régressent pas dans 100% des cas chez tous les patients. Et parfois, il y a des séquelles au long terme auxquelles on est obligé de s'adapter. Le patient doit vivre avec. Et par exemple, il y a des patients qui ont 300 mg de gabapentine par jour au long cours qui n'arrivent pas à l'arrêter. Mais avec ça, ils peuvent dormir, mener une vie à peu près normale. Le handicap de la neuropathie est vraiment quelque chose qu'il faut tenir en compte parce que c'est vrai que ça empoisonne l'existence et notamment quand on va avoir une activité physique, ça peut aussi retentir sur le déroulement de celle-ci. Et puis, il y a la douleur. Qu'est-ce que vous pensez du CBD, par exemple, qui est un peu à la mode en ce moment? On en entend beaucoup parler. J'en ai pas d'expérience personnelle. Je n'interdis pas aux patients de l'utiliser, mais je pense que c'est aussi, ça peut être un leurre. C'est pas le principe actif du cannabis qui, lui, a été démontré comme contrôlant la douleur. Là, c'est plus
disons, ça fleurit partout, hein, toutes ces boutiques où on peut trouver du CBD, et je ne suis pas sûre. C'est un peu une déviance parce qu'on n'a pas réussi à obtenir ce qu'on voulait, c'est-à-dire une légalisation, une utilisation thérapeutique claire du cannabis, du THC, pour traiter ces douleurs. Je ne sais pas si le docteur Sontag a une autre expérience dans l'Est. Dans l'Est, après, il y a certains patients qui l'utilisent. Alors, plutôt à titre de détente, en tout cas, c'est ce qui m'apporte. C'est-à-dire que ça ne va pas remplacer finalement les traitements antalgiques. Ça va plutôt apporter une forme de détente pour certains patients. Après, il y a des médecins du douleur, mais qui visiblement ont beaucoup de mal. Moi, j'en envoie de temps en temps pour essayer d'avoir aussi d'autres formes de thérapeutique et d'utiliser le cannabis, mais pour l'instant, ça bloque aussi d'un point de vue juridique. Après, il y a les patients qui vont chercher de l'autre côté de la frontière, en Hollande notamment, avec les retours que j'ai eus, c'est des sentiments assez mitigés. C'est-à-dire que sur le coup, les premières fois qu'ils en prennent, ça fait du bien et ça détend, et notamment dans les douleurs de neuropathie très, très aiguës, très persistantes, mais ça ne dure pas très longtemps. Donc, ce n'est pas encore la panacée. Non. Ça peut être aussi une composante pour atténuer un peu la douleur morale, parce que tout ça, il y a quand même une souffrance psychique liée à la maladie qui peut être différente d'un patient à l'autre en fonction plus de l'efficacité, de la tolérance du traitement, mais qu'il faut vraiment prendre en compte. Et quand on parlait quand je parlais des psychologues tout à l'heure, c'est vraiment ça. On propose systématiquement au moins une consultation, si le patient est d'accord, ne serait-ce que pour faire le point avec quelqu'un de neutre qui a, disons, un accueil bienveillant, et le patient peut s'exprimer sans aucun frein, comme il le ferait vis-à-vis des médecins, de l'équipe soignante ou de l'entourage proche. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. Et puis, on prévient, je pense que c'est important de prévenir les patients. On a parlé de la thrombose tout à l'heure, les douleurs. Il y a des douleurs qui doivent alerter. Par exemple, la douleur d'un mollet d'un seul côté, elle doit faire penser à l'éventualité d'une phlébite, même si le patient est sous un traitement préventif. Parce que, comme je dis toujours, la prévention, ce n'est pas du 100%. Avec la prévention, on diminue le risque, mais on ne le supprime jamais. On peut aussi faire une phlébite avec un traitement préventif bien pris. Donc, prévenir le médecin pour faire un examen adapté, en l'occurrence un Doppler. Donc ça, quand c'est une douleur d'un mollet, avec un mollet qui gonfle un peu. Les brûlures, vraiment, c'est caractéristique comme douleur de la neuropathie, c'est ça, c'est les décharges électriques et les brûlures. Ce n'est pas des douleurs banales. Et puis, bon, les douleurs osseuses, je pense que ça, c'est beaucoup plus connu, hein, surtout que ce sont des douleurs qui s'installent progressivement, qui deviennent de plus en plus importantes, qui résistent au traitement, justement, calmant classique et qui doivent faire poser la question. Ce n'est pas les douleurs de l'arthrose. Pour compléter... pardon, Claire, vas-y. Pour compléter ce que vous venez de dire sur les neuropathies, il y a Bernard qui effectivement qui dit que ça fait 17 ans qu'il vit avec des neuropathies et que le centre antidouleur a bien du mal à trouver des solutions efficaces. Donc là, on voit bien qu'en plus du traitement médical, il y a vraiment besoin d'un accompagnement pour supporter finalement tous ces effets secondaires difficiles. Hein. Oui, parce qu'il y a vraiment les deux pans de la neuropathie. Il y a la douleur. Quand on prescrit la gabapentine, la capsaïcine, c'est vraiment pour la douleur, la brûlure, les décharges électriques. Mais il y a tout le côté déficitaire, c'est-à-dire que le nerf ne remplit plus sa fonction, on sent moins bien, ça fourmille, c'est agaçant. Et ça, on n'a pas de traitement spécifique qui agisse sur ce versant-là de la neuropathie. Et c'est plus une prise en charge globale. Et puis, les symptômes sont très, très variables. Par exemple, il suffit qu'il fasse froid pour que les patients s'en plaignent plus. Enfin, alors, il y a des techniques un peu, justement, qui sont des soins de support ou des alternatives, notamment, par exemple, la réflexologie plantaire. Il faut vraiment être habitué parce qu'il ne faut pas déclencher. Quand on a une sensibilité qui n'est pas normale et qu'on touche, qu'on stimule, parfois, on a un effet adverse, on a l'effet contraire, c'est-à-dire qu'on stimule encore plus. Ce sont des récepteurs qui ne fonctionnent pas normalement. Et on peut aggraver les douleurs. Donc, il faut vraiment tester et voir quelle est la symptomatologie du patient. D'accord, donc je vous propose de continuer
Donc, les la slides, neuropathie, voilà. oui, on en a déjà parlé beaucoup, je Oui, pense. Donc, beaucoup, voilà. oui, Donc, savoir qu'elle existe, il peut exister au diagnostic parce que le myélome lui-même a des protéines qui peuvent abîmer le nerf, mais c'est surtout 3 fois sur 4, c'est pendant le traitement et c'est lié aux inhibiteurs du protéasome, donc le Velcade, et aux immunomodulateurs comme le thalidomide. Donc, on a parlé des symptômes. Le questionnaire dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le fameux DN4. Le fait qu'elle régresse, mais pas complètement, et que c'est 2 neuropathies différentes. Donc, avant, on utilisait beaucoup de thalidomide. Donc, on avait vraiment affaire à des neuropathies dont le versant était déficitaire. Les patients ne sentaient plus. Et c'était un petit peu tard, on s'en apercevait un peu tard. Et en plus, c'était lié à la dose. Alors que avec le bortezomib, ce n'est pas lié à la dose. Il y a des patients, on ne sait toujours pas pourquoi, au 3e cycle, ils développent cette neuropathie douloureuse et d'autres qui n'en feront jamais. Et quand on a cette neuropathie douloureuse au 3e cycle, il faut faire très attention parce que si on va à l'autogreffe, ça peut s'aggraver. Il y a une inflammation liée à la neuropathie qui est accentuée par la chimiothérapie qu'on donne avant l'autogreffe. Donc, il faut prévenir les patients. Et ça peut être aussi un facteur limitant, par exemple, pour faire de la consolidation après l'autogreffe. Donc, il faut vraiment prendre en compte ces symptômes. D'accord, je vois que l'heure passe. Tourne. Voilà. Donc, on va parler maintenant, si vous le voulez bien, de l'APA. Tout à l'heure, quelqu'un disait, mais APA, qu'est-ce que ça veut dire? Docteur Zontag, APA, c'est quoi ce mot? Alors, APA, ça veut dire activité physique adaptée. Donc, le mot adapté, c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire que c'est l'activité physique qui doit s'adapter au patient et pas l'inverse. Donc, je pense que vraiment, il faut pas se dire je peux rien faire, il faut que j'attende que. Non, il faut se dire je peux faire à mon niveau et petit à petit, eh ben, je vais peut-être faire des progrès. Il faut de la patience en fait dans l'activité physique adaptée, c'est vraiment ça. Donc, la fatigue, c'est un des principaux symptômes qui est ressenti par les patients. C'est lié à la fois au traitement et par exemple à l'anémie. Quand on a 7 grammes d'hémoglobine, ben, on n'arrive pas à monter un escalier sans être essoufflé. Les traitements fatigue eux aussi. Parfois, ils provoquent des troubles du sommeil. Il y avait pas mal de questions sur la dexaméthasone, qui est des corticoïdes qui peuvent, par exemple, fortement perturber le sommeil. Quand on prend la dexaméthasone, quand on va en hôpital de jour, par exemple, une journée, bah, souvent les gens me disent la nuit, je ne dors pas du tout. Donc, il faut essayer, par exemple, de prendre la dexaméthasone clairement le matin et pas la prendre à 20h le soir. Parfois, il faut discuter de diminuer les doses si vous êtes très sensible et que vous avez un mauvais ressenti de la dexaméthasone. Alors, on ne peut pas le faire souvent au début du traitement, mais progressivement, quand on est avec un traitement plus avancé, on peut baisser les doses. Sauf si on est dans un protocole où il faut discuter avec l'hématologue. Je pense que de toute façon, toutes ces difficultés de ressenti du traitement, il faut que vous puissiez les échanger avec votre médecin. Et quand on est fatigué, ben, il y a quand même de plus en plus d'études qui montrent que le meilleur traitement, c'est celui qui, comme ça, consciemment, ne viendrait pas en premier, ben, c'est d'aller bouger, en fait. Alors, c'est pas je mets des baskets et je vais courir 10 km, non, c'est pas ça. C'est je me remets en selle, je recommence à marcher, et puis ben, c'est normal, en fait, qu'après une autogreffe, le fait de descendre, chercher une lettre à la boîte aux lettres et de remonter les escaliers si on habite 2 étages, ce soit épuisant, c'est normal. Faut juste se dire que la prochaine fois, on arrivera à faire quelques pas de plus. Et puis progressivement, bah, ça va revenir en fait. Donc vraiment, l'activité physique adaptée, c'est le mot A de adapté qui doit être compris en premier. On peut mettre la diapo suivante, je pense. Oui. Donc là, le but, c'était de vous dire pourquoi est-ce qu'il faut de l'activité physique au myélome. Donc, moi, je trouve que c'est un message d'espoir parce qu'il y a encore 10 ou 15 ans, on disait, bah, vous pouvez faire des certificats de sport à n'importe qui, mais pas aux patients myélome. Parce qu'il y a un risque osseux, parce qu'il y a un risque de fracture, parce que c'est dangereux. Et avec les progrès thérapeutiques et avec aussi une meilleure compréhension de ce qu'on peut apporter avec l'activité physique adaptée, on s'est rendu compte que ce n'était pas comme ça qu'il fallait qu'on réponde. Et qu'il fallait qu'on réponde plutôt en se disant que, eh bien oui, le malade est fragile, oui, le malade a de la neuropathie, il a donc un risque de chute, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas adapter l'activité physique. Parce que véritablement, on sait que en retrouvant le rythme, en retrouvant de la marche, en retrouvant de l'autonomie, on fait du bien au corps et on fait du bien aussi à l'immunité. Là, on peut le voir sur la slide suivante. Je pense. Je peux l'avancer, moi? Ouais, oui, oui. Ah, pardon. Non, j'ai avancé trop vite, du coup.
Voilà. Parce que ça, je vous ai juste mis des photos pour vous montrer que l'activité physique, c'est actuellement le meilleur médicament pour stimuler son système immunitaire et que ce n'est pas en avalant des gélules de maximum NK-cell où on vous fait on vous vante les mérites de pilules qui vont vous redonner la pêche. Souvent, les patients ils me demandent qu'est-ce que je peux prendre comme vitamine. Alors, de la vitamine C, oui, mais les principales vitamines, elles doivent être amenées par l'alimentation. Donc, ça, c'est la meilleure chose, c'est d'arriver à manger équilibré et varié. Et que non, c'est pas parce qu'on prend de l'homéopathie de limite qu'on va mieux tolérer le rébide. Ça, c'est juste du sucre et c'est juste une façon de faire fondre votre portefeuille. Mais il y a malheureusement beaucoup de fake mail qui existent, c'est-à-dire de messages absolument géniaux, comme disait Dr Macro. Il suffit de mettre un patch et tout va aller. Non, c'est pas vrai en fait. Mais par contre, il y a toute la puissance de l'esprit. C'est-à-dire que quand on croit à quelque chose, quand on est sûr que ça va marcher, ça apporte quelque chose. Et c'est là où il faut essayer de ne pas casser les espoirs de quelqu'un. Moi, j'ai des patients qui sont persuadés que s'ils portent tel bracelet en ambre, tout est réglé. Tant mieux. Je ne vais pas leur dire enlevez-le, ça ne sert à rien. Je leur dirais, moi, j'y crois pas, mais si ça vous apporte quelque chose, gardez-le. Du moment que vous ne faites pas du mal, je ne suis pas contre. Après, il faut faire attention au fait que les patients atteints de myélome sont quand même une cible pour certains charlatans. Et oui, j'ai vu des patients dépenser 400 € par semaine pour aller chercher, ici en Alsace, de l'autre côté de la frontière, en Allemagne, des thérapeutiques totalement bidons. Et au début, on se dit, bon, on dit rien, puis après on dit non, en fait, on n'apporte pas le véritable message si on ne met pas les patients en garde, qui sont aussi des cibles idéales. Vous êtes anxieux, vous êtes par moments désespéré et vous allez chercher parmi ces charlatans un espoir énorme de dire je prends telle molécule que j'ai payée très très cher et je l'ai payée de ma poche parce qu'il n'y a que moi qui y ai accès et ensuite tout va être réglé. Et malheureusement, c'est juste un trou dans le porte-monnaie, quoi. Donc là aussi, c'était essayer d'amener un message différent. Faire du soin de support, oui. L'activité physique adaptée, on l'a redécouvert dans le myélome, mais on le sait depuis longtemps. Hein. En 1990, par exemple, c'était les premières études qui montraient que, alors c'est quand même important, hein, c'était à l'époque 45 minutes de marche 5 fois par semaine, eh bien, ça montrait une nette diminution des infections opportunistes chez les patients qui n'avaient ni chimio, ni immunodépression. Et qu'on avait le même résultat chez les gens âgés que chez les gens qui étaient jeunes, et qu'en fait, on avait intérêt à encourager les patients à faire de l'activité physique régulière. Transformer 45 en 10, et ça va tout autant. En fait, c'est pas dire que c'est pas faire une longue durée, c'est faire des choses plutôt régulières en trouvant l'activité physique qui vous convient à vous. C'est-à-dire que pour certains, ça va être simplement d'aller marcher, l'autre, ça va être de la marche nordique, l'autre, ça va être le vélo. Je pense qu'il faut vraiment penser à ce qui vous fait du bien en essayant de le faire de façon régulière. On sait que l'activité physique, elle améliore l'immunité et ça, c'est vraiment des immunologistes qui le montrent parce qu'il y a des cytokines qui sont sécrétées à la fois par le muscle squelettique et à la fois par les adipocytes qui vont, quand on fait du sport, quand on fait de l'activité physique douce et régulière, eh bien, on stimule son immunité et c'est là où on voit qu'il y a les sportifs, pas les sportifs qui sont archi haut niveau, parce que ceux-là, parfois, en forçant, ils vont être au contraire déficitaires, mais les sportifs réguliers tombent moins malades que les gens qui sont sédentaires. Donc, il faut plutôt avoir le message de lutter contre la sédentarité. Et lutter contre la sédentarité, parfois, c'est juste d'aller chercher le pain à pied et pas en bagnole. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, après, c'est toute l'angoisse qu'on a à se dire « mais moi, je peux plus, en fait. Je ne peux pas faire de l'activité physique. Moi, j'ai mal. Moi, j'ai peur. Moi, je ne peux pas me lever. » Et là, je vous ai mis la photo de tous les vendredis. Là, à Strasbourg, on a le boxeur qui vient. C'est pas pour faire monter sur le ring les patients, c'est pas pour les transformer en boxeurs, c'est plutôt pour leur renvoyer leur propre image avec des gants de boxe, avec un aspect combatif, parce que c'est souvent ça qui manque en fait. C'est faire le premier pas, oser, aller tenter, même si vous n'êtes pas un sportif de haut niveau, même si vous n'avez pas des tablettes de chocolat, même si vous n'avez pas la musculature que vous aviez il y a 20 ans, c'est pas grave, c'est pas ça qu'il faut. En faisant de l'activité physique adaptée, eh bien, on va se remuscler progressivement, on va se redresser, on va travailler la posture et du coup, on va lutter contre les troubles de l'équilibre et contre le risque de chute. Donc, c'est un message général, ça ne se prescrit pas à l'aide de pilules ou de comprimés, mais vraiment, c'est quelque chose qui aide et qui n'est pas facile.
Donc, ce qu'il faut essayer de retenir quand on veut faire de l'activité physique adaptée, c'est qu'il faut chercher un travail sans impact. Donc, non, faire du VTT en descente quand on a un myélome et qu'on risque de tomber, non. Du parachute, non. Un truc où ça tape, non plus. Mais essayer de trouver quelque chose où il n'y a pas d'impact important. Bien se chausser quand on va marcher, parce qu'il faut tenir vos chevilles. Prendre des bâtons de marche si vous sentez que l'équilibre est quand même un petit peu vacillant. Et puis, la neuropathie, oui, elle peut vraiment gêner l'activité parce qu'elle induit un trouble de la sensibilité des membres inférieurs et qu'elle augmente le risque de chute. Donc, dans ces cas-là, parfois, il faut oser se dire, moi, je vais reprendre doucement avec des bâtons de marche, avec un déambulateur, même si c'est après une période d'alitement important. Et puis, penser à renforcer les muscles posturaux. Donc, le but, c'est pas de faire de la musculation, mais le but, c'est de travailler la posture, de se redresser, de se tenir droit et de travailler ces muscles qui vous érigent, parce que dans le myélome, la colonne vertébrale, elle est particulièrement atteinte. Et on voit les muscles posturaux. Moi, je regarde souvent, la première chose que je regarde à l'examen clinique, c'est le dos du patient. Et on voit en fait les muscles posturaux qui tiennent toute la colonne, qui sont, si vous voulez, l'axe sur lequel on doit se reposer et pouvoir s'appuyer quand on refait de l'activité physique. Donc, après, je vous ai juste fait un petit mot sur le Move. Alors ça, c'est une discussion avec la F3M pour essayer de trouver un programme d'activité physique adapté qui soit gratuit et proposé aux patients. Ça a été financé par un laboratoire Janssen pour ne pas le nommer. Pour l'instant, c'est proposé dans certains centres hospitaliers, pas tous. Après, c'est actuellement encore en phase de démarrage parce que c'est essentiellement basé sur l'activité physique adaptée par quelqu'un qui a un téléphone dans sa poche et qui va bouger et pouvoir faire de la vidéo avec un téléphone. Donc, c'est vrai que c'est parfois limité parce que tous les patients n'ont pas la capacité d'avoir un téléphone qui ne conduit pas et qui fait de la vidéo. Mais pour ceux qui le souhaitent et qui sont à proximité de ces centres, vous pouvez discuter avec votre hématologue de la possibilité de vous inscrire au MOOC, puisque ça vous donne accès pendant 3 mois à des cours hebdomadaires qui sont proposés par des coachs sportifs diplômés et formés au myélome. Donc, le but, c'est d'être ludique. On essaye de construire les choses, on essaye de proposer une activité physique adaptée aux patients. Et voilà, c'est les débuts pour essayer de comprendre comment vous aider, comment vous encourager aussi à aller bouger. Parce que alors là, il fait beau, ça va un petit peu mieux, mais parfois en automne, en hiver, il fait moche, il fait froid. Et pour aller bouger, les patients, ils ont envie. Et on le voit à l'examen clinique que les gens commencent à rebouger, à reprendre des forces quand le beau temps revient. Donc, le but, c'est vraiment de vous encourager à essayer de rebouger et à essayer de trouver l'activité physique qui vous convient. Ce n'est pas forcément la marche à pied. Pour certains, ça peut être la relaxation, ça peut être le yoga, ça peut être le tai chi, ça peut être la piscine. J'ai envie de dire, celle qui vous donne le sourire, celle qui vous fait du bien, eh bien, essayez de le marquer dans votre agenda une fois par semaine. Et peut-être qu'après, vous en trouverez une deuxième, une troisième. Et ça permet pour beaucoup de patients de retrouver confiance dans leur corps parce que c'est quand même quelque chose qui est assez présent. Beaucoup de patients ont dit, moi, j'ai plus confiance dans mon corps. J'ai eu tellement mal ou j'ai tellement erré avant qu'on comprenne ce que j'ai ou j'ai tellement peur d'avoir de nouveau des douleurs qu'on n'ose plus bouger, on n'ose plus se faire masser en douceur, simplement ça. Et je pense que c'est vraiment reprendre confiance en son corps pour pouvoir mieux tolérer les traitements et mieux avancer dans la prise en charge. Claire, est-ce que tu as quelques questions Alors, une question qui se rapproche des soins de support, pas directement de l'APA. Alors, que pensez-vous de l'acupuncture? Est-ce que c'est quelque chose qui peut aider les patients par rapport à des douleurs Ah oui, c'est une technique pour le coup qui est ancestrale, qui est éprouvée, qui a débordé maintenant la Chine. Il y a des médecins même hospitaliers qui sont formés à l'acupuncture et c'est un traitement qui marche très bien pour les douleurs après un zona. Il faut simplement que le patient soit pris très tôt, dès qu'il fait son zona et qu'il commence à avoir mal, pour appliquer cette technique. Et c'est l'une des douleurs où elle est la plus efficace. On peut parfois se passer complètement des traitements à visée neurologique, comme ce dont on a parlé tout à l'heure pour les neuropathies, parce que dans le zona, c'est une neuropathie qui est liée au virus. Alors, il y a Serge qui demande comment gérer au mieux les crampes.
effectivement, on est un certain nombre comme ça, avoir comme ça brutalement des crampes, soit la nuit, soit au réveil, c'est quand même fort désagréable et finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, il faut, encore une fois, être hydraté, un peu comme les sportifs, hein, on revient sur l'hydratation. Il peut y avoir un effet un manque de magnésium, donc parfois ça aide de prendre des ampoules de MAC2. Et puis il y a les massages de détente aussi qui peuvent aider sur le coup. Après, il faut voir si c'est des crampes qui interviennent dans le cadre d'une neuropathie ou si c'est simplement des crampes liées à un excès de fatigue, de surmenage musculaire. Alors, dans un autre registre, il y a Hélène qui apparemment souffre de troubles du sommeil importants et qui se demande si finalement, pour gérer ces troubles du sommeil et la fatigue qui en découle, est-ce qu'il y aurait des médicaments qui seraient plus du côté de la dépression, pour traiter la dépression, et qui pourraient améliorer sa situation? C'est difficile de répondre ne connaissant pas disons la cause des troubles du sommeil, parce que si c'est la douleur, ben, il faut traiter la douleur. Si c'est l'anxiété, sans aller jusqu'à un traitement antidépresseur, on peut simplement donner des anxiolytiques. Il y a l'hypnose aussi qui peut donner très bons résultats chez des personnes qui sont sensibles, et notamment l'auto-hypnose. On arrive à avoir des résultats quand l'insomnie n'est pas trop importante, en tout cas qu'elle n'est pas liée à un vrai syndrome dépressif. Après, si c'est un syndrome dépressif avec des réveils de façon précoce, pas de rendormissement, des crises d'angoisse et un ralentissement important, bah, il faut accepter de prendre un traitement antidépresseur au moins pendant quelques temps. Mais ce n'est pas du tout systématique. Il faut voir quel est le mécanisme de l'insomnie. Si c'est l'insomnie pendant la nuit, si c'est vraiment des difficultés d'endormissement, enfin, c'est une analyse, disons, du symptôme à faire avant. Voilà. En fait, Hélène vient juste de remettre un message en disant ce sont les douleurs. Donc, oui, donc il faut traiter la douleur. Voilà. Ça ne sert à rien de prendre des… Alors, il y a des antidépresseurs, notamment une classe qui s'appelle les tricycliques, qui sont donnés pour les douleurs, quand on n'y arrive pas avec d'autres médicaments, mais pas à la même dose que quand on les donne pour la dépression. Et ça, les équipes mobiles de la douleur connaissent ça très bien. Mais il faut déjà commencer par des traitements, disons, classiques de la douleur. Si c'est les douleurs liées au myélome qui lui font mal, il faut traiter les douleurs du myélome. Si c'est les douleurs de la neuropathie, parce que ça aussi, ça peut être très gênant la nuit, il faut traiter les douleurs de la neuropathie. Donc, la douleur n'est qu'un symptôme, mais qui peut avoir des causes différentes et retentir, bien sûr, sur le sommeil. Qu'est-ce que vous pensez, docteur Macro, de la mélatonine? J'en pense pas grand-chose. Ça peut être un point un peu comme le CBD, d'abord parce que c'est difficile de trouver dans le commerce, en tout cas il y a quelque temps c'était comme ça, un dosage qui soit fiable. Donc si on l'utilise pour le décalage, par exemple, ça a toujours été utilisé, nous on l'a utilisé pour le décalage horaire, le jet lag, c'est simplement pour restaurer donc la sécrétion déficiente et se recaler sur un rythme disons lié au soleil. Après, dans les troubles du sommeil, ce qui est sur le marché actuellement, les dosages, surtout sur Internet, on ne sait jamais quel est le dosage de la mélatonine et s'il est dans les zones thérapeutiques ou pas. En tout cas, si les troubles du sommeil ne sont pas liés à un décalage horaire, notamment parce que les personnes partent à l'étranger, l'indication est très limitée. Après, si la personne éprouve un mieux, encore une fois, c'est comme avec le CBD, hein, si ça apporte une détente et si ça peut faciliter le sommeil, pourquoi pas. Merci beaucoup. Alors, nous sommes un peu pris par le temps, comme à chaque fois. On aimerait répondre à tout le monde. Est-ce que je peux poser une dernière question qui est… Bien sûr. Un peu technique. Une personne qui apparemment a un myélome depuis de longues années
demande quelle est la possibilité d'obtenir une carte d'invalidité. Alors, j'imagine que c'est parce que c'est une personne qui doit avoir du mal à se déplacer. Alors, il me semble qu'il faut s'adresser à la MDPH et faire un dossier. Mais bon, est-ce que vous pouvez apporter peut-être 2-3 précisions? Est-ce que ça nécessite du coup un certificat médical fait par l'hématologue? L'hématologue ou le médecin traitant peut le faire aussi. Ce n'est pas l'ancienneté du myélome qui entre en cause, c'est vraiment le handicap. Si la personne a une mobilité réduite parce que justement elle a des séquelles de neuropathie, de tassement, et c'est tout à fait justifié. D'accord. Très bien, ben merci beaucoup. Alors, il reste forcément l'une ou l'autre question, entre autres sur les vaccinations, sur d'autres choses, mais bon, on ne peut pas répondre à tout malheureusement. Et donc, je pense que ce serait bien que tous les participants continuent à aller sur le MOOC parce que c'est un lieu d'échange et qui permet aussi peut-être pour certains d'avoir certaines réponses et puis en consultant notamment tous les différents cours, que ce soit sur les traitements, etc., où il y a beaucoup d'informations et donc c'est vraiment une source importante pour les malades. Et je vois juste une dernière question à la fin. Comment accéder à des activités à pas en zone rurale? Parce que c'est vrai, quand on parle des CHU, Strasbourg, quand c'est facile, faut-il faire une ordonnance? Oui, il y a des ordonnances maintenant préétablies où on prescrit 15 ou 20 séances. De toute façon, c'est toujours un début. Et après, si ça fonctionne, le patient doit se prendre en charge. Et il y a des coachs qui sont labellisés, disons, dans chaque région, même en dehors des CHU et des villes moyennes ou des grandes villes. Après, il faut les trouver. Voilà. Et il y a de plus en plus de kinés aussi qui se spécialisent dans la réadaptation à l'activité physique, en fait. Donc, je pense que parfois, dans des zones rurales où il n'y a pas forcément un centre pour faire de l'activité physique adaptée, mais il y a quand même souvent des kinés. Et les kinés, ils sont de plus en plus intéressés. Alors, je pense qu'il ne faut pas hésiter à… Enfin, moi, je mets le diagnostic, je mets la fragilité osseuse pour pas qu'il y ait des activités physiques ou un renforcement musculaire qui soit, par exemple, avec des impacts. Donc, sur l'ordonnance de kiné, je marque avec l'accord du patient, j'indique des éléments médicaux et le kiné, très souvent, me font des retours. Ils sont vraiment contents d'avoir des ordonnances où c'est un peu plus détaillé, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et ça peut vraiment être un atout quand on habite loin. C'est le plus difficile d'avoir un rendez-vous avec le kiné. On trouve quand même. Mais une fois qu'on l'a, on ne l'a plus. Voilà. Il faut trouver le bon kiné et puis après y aller. Et après répondre à des contre-indications. Bien évidemment, si vous venez de vous faire un tassement et surtout si vous avez une douleur aiguë, ce n'est pas là qu'il faut faire de l'activité physique adaptée. Mais une fois que la douleur est contrôlée, eh bien, voilà, si vous voulez faire plus d'activité, plus cardio, par exemple, une consultation chez le cardiologue, elle est conseillée pour qu'on regarde comment vous êtes au niveau cardiovasculaire. Ça, je pense que c'est une bonne chose avant de faire des activités physiques un peu plus intenses. Mais autrement, je pense que le message doit plutôt être qu'il faut lutter contre la sédentarité. Moi, je dis toujours aux patients, il ne faut pas que vous soyez chips canapé. Alors, il me regarde, chips canapé. Bah, toute activité est bien, quelle qu'elle soit, et c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux. Je voulais simplement dire en tant que malade moi-même et par rapport aux questions que je vois, surtout n'hésitez pas à parler à votre médecin traitant, c'est celui qui est le plus proche de vous. Et quand vous avez votre consultation à l'hôpital, je vous encourage vraiment à parler à votre hématologue de tout ce qui vous préoccupe, ne pas avoir la sensation que votre question est bête. Il n'y a pas de question bête. Votre hématologue pourra, même s'il n'a pas de solution immédiate, vous réorienter et, comme le disait tout à l'heure le Dr Sontag, peut-être vous éviter d'aller voir des charlatans et vous proposer parfois des solutions auxquelles vous ne pensez pas. Donc, parlez vraiment à vos médecins, préparez votre consultation avec des petits mots, un petit papier pour bien penser à tout ce que vous avez à lui dire. Voilà, donc nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine et dernière déjà webconférence
avec Karen Treter, qui est oncopsychologue. Et le sujet de cette webconférence sera les non-dits. Pourquoi garde-t-on son mal-être ou sa souffrance pour soi pour ne pas inquiéter notre entourage? Nous aurons certainement le témoignage d'un couple qui viendra témoigner en direct et nous dire comment ils ressentent au sein de leur couple ce mal-être. Docteur Sontag, Docteur Macro, encore merci de nous avoir accompagnés. Claire, merci pour toutes les questions pertinentes que tu nous as remontées, mais hélas, nous n'avons pas pu répondre à tout comme à chaque fois. Comme dit Claire, allez sur le MOOC, posez, discutez entre vous. Il n'y aura pas de réponse médicale, mais parfois, simplement, des petits trucs. Vous serez content de savoir que vous n'êtes pas peut-être la seule, le seul à avoir certains problèmes. Et vous pourrez aussi enrichir cette base de données extraordinaire qui est le MOOC Mielonet, qui est à votre disposition. Voilà, merci encore Audrey pour cette présentation que tu nous as très bien faite. Et je vous souhaite une bonne soirée. Est-ce que vous voulez dire le mot de la fin, toutes les deux? Moi, je voulais vous remercier parce qu'en tant que modératrice, vous êtes top. Audrey a fait un quart de temps. Cécile, je la connais, on forme presque un vieux couple maintenant. Et puis surtout, je voulais dire merci à tous les intervenants, tous ceux qui sont connectés, parce que c'est ce qui fait le succès de ce MOOC depuis des années et qui va, je pense, se poursuivre, hein, parce que malheureusement, il y a toujours des nouveaux patients qui rejoignent les anciens. Donc, à une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci à vous beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci, à très bientôt. À bientôt. Au revoir.